Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cherifla TV. Le Haut Conseil islamique du Mali, sous le leadership de son président, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, accompagné d'une forte délégation, ce mardi 24 février 2026, a effectué une visite de courtoisie, de solidarité, de compassion au marché de Médine, communément appelé Sougounikoura, suite à un incendie qui a ravagé le lieu. La cérémonie de remise d'une somme symbolique d'1 million de francs CFA s'est tenue en présence de quelques membres du Haut Conseil islamique du Mali, du président collectif national des marchés du Mali, ainsi que de nombreux commerçants du dit marché. Hassana Madi Hawakebe et Samba Traoré pour le commentaire. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis du temps. Cet acte social a tout son sens. Il s'agit de venir constater de visu les dégâts de l'incendie qui a ravagé le marché de Médine, communément appelé Sougounikoura. Après la visite de son fils Seyed Cherif Badra Ali Ousmane Haïdara, président d'honneur de l'association Angabe Mayala, le guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, à la tête d'une forte délégation, entame cette démarche de compassion auprès des commerçants sinistrés. Sur place, la délégation a été accueillie par le collectif national des acteurs des marchés du Mali. Pour traduire cette marque de solidarité en actes concrets, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, et sa délégation ne sont pas venus les mains vides. Une somme d'1 million de francs CFA a été remise aux victimes pour soulager leur quotidien en ce mois sacré de Ramadan. Très ému au terme de la visite, le secrétaire général du Sinam Mali a salué un geste hautement humanitaire et solidaire, exprimant sa gratitude à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara et à la délégation qui l'accompagne pour cet élan de solidarité. Nous sommes très comblés par la visite de la délégation du Haut Conseil islamique conduite par son président en personne, le Cherif Ousmane Madani Haïdara. Sa présence parmi pour conduire une délégation pour rendre visite aux sinistrés dans le marché de Sougounikoura Traoré nous va droit au cœur. Nous le remercions infiniment, ainsi que tous les membres de sa délégation. Vous informez aussi que nous lançons un appel pressant, un appel à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, de bien vouloir venir à l'aide à ces sinistrés qui en ont vraiment besoin. Nous sommes dans le mois de carême, les sinistres a eu lieu à la veille, un jour en avance. Donc les gens sont tombés, c'est comme si les gens sont tombés de l'escalier pour se retrouver, du haut de l'escalier pour se retrouver à terre. Parce que partir fermer la place la nuit, le soir pour rentrer à la maison, laissant des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions dans les marchés, et revenir le matin, trouver que tout est parti en fumée. Notez que la direction générale du cadastre a fait les inventaires des marchés en 2021-2022. Ils ont dit que le marché de Sougounikoura Traoré est sur une superficie d'environ 300 000 m². Donc nous pouvons vous dire qu'avant les recensements, plus de 80 à 80% sont partis en fumée. Donc c'est pour vous dire que les pertes sont incalculables, c'est énorme. Nous remercions aussi le shérif Ousmane Madani Haïdara avec sa délégation qui ont remis 1 million de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés. Donc la cagnotte est lancée, il y a beaucoup de gens qui sont venus. De passage avant le shérif lui-même, comment il s'appelle, Badra Haïdara, et sa délégation au nom de Ankab Mayala, l'association Ankab Mayala, conduite par le shérif Badra Haïdara, ont apporté 1 tonne de sucre et 1 tonne de riz, plus les bénédictions. Donc leur présence même nous comble. En plus, le shérif a encore ajouté aujourd'hui 1 million avec lui-même, sa présence, avec sa délégation. Donc vraiment, on ne pourra pas les remercier assez. Donc on lance encore une fois l'appel à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, toute personne de bonne volonté,
nous sommes dans le mois de carême, c'est le mois de sacrifice, c'est le mois de faire des dons. Donc leurs sacrifices et leurs dons seront les bienvenus pour ces sinistrés. Notez aussi que la mairie du district, à travers l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie, M. Marc Dakou, qui vient d'être nommé pour gérer les affaires courantes de la mairie du district, a constitué une commission qui va se charger de recensement exhaustif et crédible, transparent de tous les sinistrés. Parce que tous les dons et la cagnotte qu'on est en train de recevoir, on ne pourra pas les partager aux sinistrés sans connaître le nombre exact des personnes victimes de l'incendie. Donc on est en train de rassembler les denrées, il y a beaucoup de personnes, par exemple Awa Douya, qui a apporté beaucoup de riz, d'huile, des spaghettis, des sucres, lui-même, son association en même temps à travers des anonymes. Bailal Djibé aussi des corridors. Hier on a reçu de la part de Awa des tonnes de riz, de sucre, de spaghettis et d'huile avec des Lipton. Donc nous les saluons, c'est pour témoigner à tous les Maliens qu'on est en train de recevoir tout ce qui arrive pour les sinistrés. Mais je répète encore, on est en train de les assembler dans un magasin après le recensement, après avoir connu le nombre exact des sinistrés, pour organiser une remise même qui sera médiatisée pour dire à tout le monde, c'est ça qu'on a eu en argent, c'est ça qu'on a eu en nature, que ce soit les sucres, l'huile et autres denrées alimentaires. Ça sera bien médiatisé et partagé devant tout le monde. Ça serait vraiment une cérémonie officielle qu'on va organiser. À travers cette action, le guide spirituel Les Ansar réaffirme son engagement aux côtés des populations en détresse, un soutien qui redonne espoir aux commerçants du marché de Médine, déterminés à se relever après l'épreuve. Dans le cadre de son opération Soukalo Solidarité, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement a procédé à une remise de vivres ce mardi 24 février 2026 à la mosquée de la cité de Tomiko-Rambourou. Le point avec Assanatou G. Traoré et Bakari Traoré. D'une valeur estimée à 1 million de francs CFA, ce don composé de denrées alimentaires de première nécessité vise à soutenir les familles les plus démunies en ce mois béni de Ramadan. À travers ce geste de solidarité, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement entend ainsi alléger les charges des couches vulnérables et les permettre d'observer le Ramadan dans de meilleures conditions. Comme chaque année, Moussa Mara, à travers sa fondation, vient en assistance aux couches les plus nécessiteuses de notre société. Il le fait chaque année depuis une dizaine d'années. Et cette activité concerne principalement les conducteurs de corbillards, les gardiens de cimetières, entre autres, qui sont souvent des couches oubliées lorsque les gens donnent des aides, mais qui sont assez importants dans notre société, qui sont assez importants dans la religion. Donc on a aujourd'hui tenu à faire perpétuer la tradition, bien que Moussa Mara soit aujourd'hui incarcéré. Il a tenu à ce que l'activité se tienne, comme pour dire que la solidarité, quelles que soient les circonstances, ça doit guider notre action de tous les jours. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons pu distribuer symboliquement des vivres et donner une enveloppe symbolique à chacun pour que quand même leur famille puisse sentir cette solidarité. Cette initiative est née de la volonté de M. Moussa Mara, ancien Premier ministre, engagé dans les actions sociales en faveur des populations en difficulté. C'est important parce qu'ils sont oubliés. Quand on parle de conducteurs de corbillard, ça fait beaucoup plus peur aux gens. Et nous, on constate que quand les gens donnent de l'assistance, très souvent ils les oublient. Les gardiens de cimetières,
et surtout ceux qui lavent les corps, lavage mortuaire, donc ils sont très souvent oubliés. Donc c'est assez important qu'on puisse penser à eux et amener d'autres personnes parce que nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons faire que ce qui est possible avec nos moyens et que les autres aussi puissent emboîter le pas, qu'on ne les oublie pas quand il s'agit d'assistance. Très émus, les bénéficiaires ont salué ces gestes de générosité. Ils ont également évoqué les nombreuses difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur activité quotidienne. Nous sommes tous contents aujourd'hui. Moi-même en tant que jeune, donc ça m'a donné le courage de faire du bon travail. Le don qui a été offert par Moussa Mara, donc on n'a rien à dire aujourd'hui. Nous sommes tous contents. Donc que Dieu lui aide. La cérémonie a débuté par une lecture du Saint-Courant et s'est achevée par la remise symbolique des kits alimentaires aux bénéficiaires. Le port du casque est obligatoire pour tous les conducteurs et passagers d'engins motorisés à 2 roues et 3 roues, conformément à l'article 27, linéa 1 du Code de la route. Quels sont les avantages de cette mesure? Pour répondre à cette question, nous avons recueilli les avis de plusieurs citoyens et spécialistes. Mamadou Ben Chérif Soumano et Bakary Traoré nous en dit plus. Au Mali, le port du casque est une obligation légale pour les conducteurs de moto. Selon nos interlocuteurs, il constitue une protection essentielle et incontestable pour les usagers de la route. Toutefois, malgré les campagnes de sensibilisation et les textes en vigueur, le constat demeure préoccupant. De nombreux conducteurs continuent de circuler sans casque. Quand on prend le code de la route malien, qui a été même réuni, alors l'application du port du casque se trouve dans l'article 27, alinéa 1, d'où la mise en place totale s'est effectuée en 2023. Bon, les conséquences du non-port du casque, c'est d'abord le port du casque fait partie de la sécurité même des cyclistes, des motocyclistes, des véhicules à 2, 3 ou à 3 roues. Maintenant, celui qui porte le casque n'évite pas les accidents, mais il fait en sorte qu'en cas d'accident, ça diminue les conséquences. Selon M. Kamara, le port du casque permet de réduire considérablement les risques de blessures graves en cas d'accident. Il estime que le non-respect de cette règle met inutilement en danger la vie des conducteurs et leurs passagers. Bon, moi, je dirais d'abord que c'est de l'incivisme. Parce qu'il y a eu tellement de sensibilisation sur le port du casque qui fait que nous sommes sûrs qu'à 90%, tout le monde est informé de l'importance du port du casque. Et dans cette sensibilisation, nous avons fait savoir aux usagers que le port de casque, ce n'est ni pour la police, ce n'est ni pour la gendarmerie, c'est pour soi-même. Il faut se protéger soi-même. Parce que quand vous constatez au cours d'un accident, il peut y avoir des blessures graves, même irréversibles. Mais très généralement, quand c'est dans la tête, alors là, on peut dire que la vie est presque finie. Parce que là, ça ne se guérit pas. Quand on a des traumatismes crâniens, ça ne se guérit pas. Or, le visage aussi, c'est la partie la plus belle d'un corps humain. Alors, si on se permet de faire un accident sans casque, on peut même se déformer le visage, comme on a vu des images. Alors là, je trouve que les gens n'ont pas compris, mais pour d'autres, ils croient qu'à ne pas le porter, c'est faire preuve de galanterie, voilà, de supériorité. Or, le policier ou le gendarme qui est là ne fait que te protéger. L'État aussi, dans son rôle, a dit qu'il faut porter le casque pour protéger sa population. Alors, ce qu'on peut lancer à cette population, c'est de porter le casque. D'après le responsable du service des urgences de l'hôpital du Mali, les cas les plus fréquents enregistrés à la suite des accidents de moto sont les traumatismes crâniens. Elle souligne que certaines blessures, plus graves encore, peuvent entraîner des séquelles irréversibles, voire le décès de l'accidenté. Le port du casque permet d'éviter des blessures, surtout les traumatismes crâniens. Ces traumatismes crâniens, ça c'est des pathologies couramment rencontrées pendant les accidents de la voie publique dans nos structures hospitalières. La tranche d'âge surtout, ça c'est les jeunes qui ne portent pas de casque, qui sont fréquemment atteints. Ces traumatismes peuvent être simples
il peut être modéré et puis il peut être grave. Quand on parle de simple, souvent, tu trouveras que si la personne a porté le casque, Dieu merci, il n'y aura pas souvent de problème au niveau crânien. Mais le traumatisme crânien grave, qui est le cas le plus fréquent d'admission dans les urgences, ça c'est des pathologies avec des séquelles invalidantes. Raison pour laquelle, si la personne ne porte pas de casque, il peut y avoir des lésions cérébrales. Souvent, il faut faire une intervention pour le traitement. Souvent, le simple traitement médical peut suffire aussi. Même souvent, il peut y avoir des décès. Bon, le message que je lance à la population, c'est pour dire que le port du casque est obligatoire. Le port du casque est vital parce que ça permet d'éviter des traumatismes crâniens qui peuvent avoir des séquelles invalidantes. Souvent, tu peux devenir une personne handicapée à cause des traumatismes crâniens. Et la tranche d'âge qui est la couche la plus nombreuse en cas d'accident de la voie publique, c'est les jeunes surtout. Et actuellement, on a constaté que ce sont ces jeunes qui ne portent pas de casque. Parce que jusqu'à présent, l'État ne met pas de rigueur là-dedans. Rappelons que le port du casque est obligatoire au Mali. Le non-port du casque expose les usagers de la route à des sanctions prévues par la loi. À présent, place à l'actualité au plan international commenté par El Hadj Moussa Fomba. Flambée de violence au Mexique après la mort d'un puissant baron de la drogue. Nous devons rester informés et calmes, a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur X, après que des hommes armés ont bloqué plusieurs routes et incendié des commerces dans plusieurs états du pays. Chef du cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquim Guzman El Chapo et Ismael Mayo Zambada. El Mencho a été blessé lors d'une opération menée dans la localité de Tapalpa et est mort pendant son transfert par voie aérienne vers la ville de Mexico, a annoncé l'armée dans un communiqué. Après cette opération, des hommes armés ont bloqué plusieurs axes routiers de l'état de Jalisco avec des voitures et des camions incendiés. Les blocages se sont également étendus à des états voisins où le groupe de Seguera est implanté. Paris et Londres se préparent à doter l'Ukraine de l'arme nucléaire selon le service de renseignement extérieur russe. L'ogive de petite taille, TN-75, destiné au missile balistique mer-sol M51.1, est envisagé comme une option, indique le service. Les Britanniques et les Français reconnaissent que leur projet constitue une violation flagrante du droit international, notamment du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et risque de détruire le système mondial de non-prolifération. C'est pourquoi les efforts des Occidentaux visent principalement à faire croire que l'acquisition d'armes nucléaires par Kiev est le fruit du développement ukrainien, indique le communiqué. Le complot entre les gouvernements britanniques et français visant à fournir des armes nucléaires à Kiev fait peser une menace catastrophique sur le monde, selon le Parlement russe. Des sénateurs du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, appellent les parlementaires britanniques et français à diligenter immédiatement des enquêtes et à informer leurs citoyens des circonstances de cette dangereuse imprudence. Cet appel a également été transmis par voie diplomatique au Parlement européen, à l'ONU, à l'AIEA et à la conférence d'examen des États partis du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Tout transfert éventuel d'armes nucléaires à l'Ukraine constituerait un crime susceptible de déclencher une guerre nucléaire, selon le président de la Douma russe. Vyacheslav Volodine a proposé de préparer un recours auprès des parlements français et britanniques afin de demander l'ouverture d'une enquête. On voit dans le fantasme des dirigeants français et anglais que rien ne peut être exclu, estime de son côté un analyste français commentant pour Sputnik Afrique les dernières infos du SVR concernant l'envie de Paris et de Londres de doter Kiev d'armes nucléaires. Xavier Moreau avertit que ce serait une escalade extrêmement dangereuse qui peut très mal finir. Dans la doctrine nucléaire russe, il est considéré comme une attaque contre la Russie si une arme nucléaire est donnée à un tiers
par exemple Paris ou Londres. Dans ce cas, la Russie se réserve le droit de frapper l'endroit d'où vient l'arme nucléaire, c'est-à-dire Paris ou Londres, explique le fondateur du centre d'analyse géostratégique Stratpol, tout en espérant que l'annonce faite par le service de renseignement extérieur est juste une manière de prévenir les Anglais et les Français. Xavier Moreau reste vigilant. Quand on voit la radicalité, alors plus du côté anglais que du côté français, je pense que tout est possible. Une frappe nucléaire sur des cibles en Ukraine ainsi qu'en France et au Royaume-Uni serait considérée comme légale et justifiée si Londres et Paris fournissent à Kiev des capacités nucléaires, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, sur Max, commentant les rapports du service de renseignement extérieur russe concernant de tels projets de la part des deux pays européens. Selon Medvedev, ces informations changent radicalement la situation. Il s'agit d'un transfert direct d'armes nucléaires à un pays en guerre, a-t-il déclaré. Il ne fait aucun doute. Dans ce cas, la Russie serait contrainte d'utiliser tout son arsenal, y compris les armes nucléaires non stratégiques, pour frapper en Ukraine les cibles qui menacent notre pays, a-t-il souligné. Et si nécessaire également dans les pays fournisseurs, car ils deviennent complices du conflit nucléaire avec la Russie, a ajouté Medvedev. C'est la riposte à proportionner à laquelle la Russie est en droit de répondre, a-t-il conclu. Le SVR avait précédemment rapporté que Londres et Paris estimaient que la position de négociation de Kiev pourrait s'améliorer si le pays recevait une Wunderwaffe, terme allemand signifiant arme miracle. Les capitales européennes entendent par là des armes nucléaires ou des bombes sales. Selon les services de renseignement russes, la France et le Royaume-Uni œuvrent activement à un transfert clandestin de composants, d'équipements et de technologies de fabrication européennes vers l'Ukraine, notamment une ogive de petit calibre français destinée à un missile balistique lancé depuis un sous-marin. Le potentiel militaire américain actuel ne permettrait que 4 ou 5 jours de frappes intensives contre l'Iran, a rapporté le Financial Times citant des sources de renseignement israéliens. Selon le journal, si les États-Unis lancent des frappes moins intenses, cela pourrait durer une semaine, même en tenant compte du redéploiement du porte-avions USS Gerald Ford au Moyen-Orient. Le Financial Times a également noté que le début du conflit pourrait entraîner des pertes parmi les militaires américains, ce qui affecterait fortement l'électorat MAGA, Make America Great Again. La direction du corps des gardiens de la révolution islamique sera l'une des principales cibles si les États-Unis décident de lancer une attaque de grande envergure contre l'Iran, a rapporté CNN, citant des sources. La Maison-Blanche envisage cette option au cas où les négociations diplomatiques ou une frappe ciblée ne parviendraient pas à contraindre l'Iran à démanteler son programme nucléaire. Le journaliste américain est l'un des commentateurs conservateurs les plus populaires. Tucker Carlson, de son côté, fait un effort de la dernière chance pour convaincre le président Donald Trump de ne pas entrer en guerre contre l'Iran, a déclaré à l'agence d'information russe TASS l'analyste et blogueur américain Andrew Napolitano. Je crois fermement que mon ami et ancien collègue de Fox News, Tucker Carlson, était avec le président dans l'après-midi du 23 février dans une ultime tentative pour le dissuader de faire la guerre en Iran, a déclaré l'analyste qui anime également le podcast Jogging Freedom. Dans le même temps, Napolitano estime que le recours à la force par Trump contre Téhéran est pratiquement inévitable. La question qui se pose désormais, souligne-t-il, est celle de l'ampleur de cette campagne militaire. Le 22 juin 2025, les États-Unis ont mené des frappes contre des installations nucléaires iraniennes à Ispahan, Natanz et Fordow. Je pense que la pression sioniste sur Trump est telle et le renforcement militaire américain dans la région du Golfe Persique est si vaste et si coûteux qu'il se sentira obligé de passer à l'action. La question n'est pas de savoir s'il le fera, mais quand. La seconde question est de savoir s'il s'agira d'une série d'attaques ponctuelles ou d'une véritable invasion non terrestre, a souligné le blogueur. Napolitano a également souligné qu'une nouvelle opération militaire américaine potentielle contre l'Iran s'apparenterait à une tentative de coup d'État à Téhéran. Toute cette histoire d'armes nucléaires n'est qu'une façade, a-t-il insisté. Selon l'analyste, Israël et les cercles américains qui le soutiennent activement cherchent à renverser le régime et à installer un gouvernement fantoche. La démocratie leur importe peu, a-t-il conclu. Les autorités chinoises considèrent que les allégations du département d'État américain selon lesquelles la Chine aurait mené des essais nucléaires ces dernières années sont totalement infondées, a déclaré mardi l'ambassadeur chinois pour les affaires de désarmement, Shen Jian, lors de son discours à une session de la conférence du désarmement à Genève, citée par la télévision centrale chinoise.
Il a souligné que Pékin soutient fermement les buts et objectifs du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Xinjiang a fait remarquer que Washington devrait honorer ses engagements concernant le moratoire sur ses activités et respecter le consensus international en la matière. Selon lui, ces accusations des États-Unis contre la Chine ne sont qu'un prétexte pour reprendre ses propres essais nucléaires de la part américaine. Auparavant, Christopher Ford, secrétaire d'État adjoint américain chargé du contrôle des armements, de la dissuasion et de la stabilité, avait affirmé que la Russie et la Chine avaient procédé à des essais nucléaires de faible puissance ces dernières années. Il avait notamment déclaré qu'un de ces essais avait eu lieu en Chine le 22 juin 2020 sur un site proche du lac Lop Nur, dans la région autonome ouïghour de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Page noire de ce journal. La communauté musulmane de la Côte d'Ivoire est endeuillée par le décès d'Ismaël Koulibaly, imam principal de la mosquée centrale de Williamsville, nommé président du COSIM d'Adjamé, décédé dans la nuit du 20 au 21 février 2026. Ces obsèques ont eu lieu ce lundi 23 février, suivi de l'inhumation en présence de ses proches, responsables du COSIM et fidèles musulmans. Dans la foulée également, la cérémonie mortuaire a enregistré la présence effective de présidents d'institutions, de ministres, du conseiller à la présidence de la République et d'élus et plusieurs autres cadres de la commune d'Adjamé. Djakarija Dambélé et Alhamidou Barini. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Chaque âme goûtera à la mort. L'imam Ismaël Koulibaly a répondu à l'appel du Tout-Puissant. Ces obsèques se déroulent dans une grande émotion avec une forte mobilisation de la communauté musulmane. À la grande mosquée d'Adjamé Williamsville, la prière mortuaire est officiée par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Prédicateurs et fidèles ont imploré la grâce divine pour le repos éternel de l'illustre disparu. Alhamdulillah, nous sommes tellement attristés aujourd'hui de la perte de notre grand imam, El Hadj Ismaël Koulibaly. L'imam a été pour nous un exemple. Il a été un exemple pour la communauté musulmane, surtout la communauté musulmane d'Adjamé. Nous avons travaillé avec lui plus de 30 ans, on est ensemble. Bon, du début de notre travail jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas eu de problème entre nous. Donc, il nous a pris tous égaux. Donc, il n'y a pas eu de différence entre nous. Donc, il était un homme vraiment patient, un homme sérieux. Vraiment, ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé pour l'islam, c'est Dieu seul qui peut le payer. Donc, on lui souhaite un bon demeure, que Dieu lui facilite sa résidence dans l'au-delà. Je l'ai connu dans le travail pour la communauté musulmane depuis plus de 20 ans. Jusqu'au jeudi, la veille de son décès vendredi, c'est ce travail-là qu'il a fait. Mais il nous a dit au revoir sans que nous-mêmes nous ne puissions comprendre. Le samedi 14, il a appelé tous les imams d'Adjamé à la grande mosquée Salam pour leur dire de faire tout pour travailler pour la communauté au lieu de travailler pour soi-même. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ses collaborateurs retiennent de lui de grandes qualités. L'imam Ismaël Koulibaly était profondément engagé dans la promotion de l'islam, la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion communautaire. Notre regretté imam se distinguait également par son rôle dans le dialogue, la médiation et la paix sociale en République de Côte d'Ivoire. Nous témoignons du travail colossal que l'imam Koulibaly a abattu au niveau de la Côte d'Ivoire, mais plus précisément au niveau de la commune d'Adjamé, dont il était le président de tous les imams. Il a incarné des valeurs parmi lesquelles il a su unir les gens de toutes sortes d'horizons sans distinction apparente. Il a travaillé dans ce sens-là pour unifier les musulmans, pour unir les couples. Il a donné de bons conseils, il a aimé Dieu, il a travaillé pour Dieu. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans, des milliers de musulmans qui sont venus lui rendre cet hommage-là à sa dernière demeure terrestre ici. Que le Seigneur ait pitié de lui, que le Seigneur lui fasse grâce.
Que le Seigneur consolide sa famille après lui. Et à nous tous, que le Seigneur nous donne une bonne fin. Lui, il a eu une bonne fin parce qu'il est mort en tant que conseiller des gens. Il a transmis favorablement la parole de Dieu. Il n'a jamais été quelqu'un qui divise les gens. Surtout, il a uni les cœurs. Donc nous prions que le Seigneur lui fasse grâce. Et à nous tous, vraiment, nous disons nos condoléances, que la terre lui soit légère. À titre de rappel, l'imam Ismaël Koulibaly entretenait des liens fraternels avec le président du Haut Conseil islamique du Mali, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, dignement représenté à ses funérailles par un nombre important de militants Ansar. Notre bien-aimé imam repose désormais au cimetière de Williamsville. Qu'Allah, le tout miséricordieux, l'accueille dans son majestueux paradis, Firdaus. Amin ya Rabbi, qu'Allah lui facilite le repos éternel. C'est ainsi que prend fin cette aventure de l'information sur Chérif la télévision. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.